Là, voici mes conflits d'intérêts. Pour comprendre l'importance de l'évaluation du ventricule droit dans le cadre de l'embolie pulmonaire aiguë, il faut garder à l'esprit que le ventricule droit est une cavité qui fonctionne à des régimes de pression relativement bas et qui est capable donc de faire face à une obstruction vasculaire pulmonaire de l'ordre de 50%. Au-delà de 50% d'obstruction vasculaire pulmonaire, eh bien, on va observer une élévation brutale exponentielle des résistances artérielles pulmonaires qui vont être à l'origine de la défaillance circulatoire du ventricule droit. Le mécanisme adaptatif du ventricule droit va être de se dilater, d'aplatir le septum interventriculaire et ce faisant, eh bien, de comprimer le ventricule gauche, ce qui va naturellement aggraver la dysfonction ou la défaillance circulatoire. Comment définit-on aujourd'hui les critères de sévérité d'une embolie pulmonaire? Vous le savez sans doute, on a complètement abandonné les critères anatomiques ou radiologiques d'obstruction vasculaire pulmonaire. Vous vous souvenez qu'avant, on se basait sur un indice de Miller qui permettait d'évaluer la sévérité de l'obstruction vasculaire pulmonaire bilatérale. En revanche, on va tenir compte de critères cliniques, en particulier de la présence ou non à la phase aiguë d'une instabilité hémodynamique, arrêt cardiaque, hypotension systémique soutenue ou choc cardiogénique et qui vont définir ce qu'on appelle une embolie pulmonaire à haut risque de mortalité précoce. Chez les patients qui sont stables sur le plan hémodynamique, on va prendre en compte les comorbidités et la présentation clinique qui sont intégrés dans des scores que vous connaissez et que vous utilisez dans votre pratique clinique quotidienne, le score de PESI, en particulier le score de PESI simplifié et le score de Hestia, qui permettent, lorsque le score de PESI simplifié est à 0, par exemple, ou qu'on n'a aucun critère d'Hestia, de définir les patients avec embolie pulmonaire à bas risque, ceux dont la mortalité à 1 mois est estimée comme étant très basse, de l'ordre de 1%, et qui seraient potentiellement des candidats à un traitement ambulatoire. Les patients dont le score de PESI simplifié est supérieur à 0, et ceux qui ont au moins un des critères Hestia, sont catégorisés comme ayant une embolie pulmonaire à risque intermédiaire. C'est justement chez ces patients avec embolie pulmonaire à risque intermédiaire que l'on va pousser la stratification du risque à la recherche d'une dysfonction ventriculaire droite sur des critères échocardiographiques ou angioscanographiques et sur une élévation des biomarqueurs témoignant soit d'une dilatation du ventricule droit, soit d'une souffrance ischémique myocardique du ventricule droit, à partir d'une élévation du BNP, du NT-proBNP ou de la troponine. Très clairement, comme vous pouvez le voir sur cette diapositive, eh bien, l'élévation des biomarqueurs ou la découverte en échographie ou sur l'angioscanner d'une dilatation du ventricule droit en faveur d'une dysfonction du VD sont des facteurs prédictifs d'événements cliniques à l'échéance d'1 mois. Alors ces signes échocardiographiques de surcharge du ventricule droit, on les connaît bien, ils ont été décrits à de multiples reprises et je n'insisterai pas trop dessus, simplement je vous les rappelle, vous avez la dilatation du ventricule droit, le rapport des diamètres télédiastoliques du ventricule droit sur le ventricule gauche supérieur à 1, le signe de McConnell, qui est une hypokinésie de la paroi libre apicale du ventricule droit, l'aplatissement du septum interventriculaire, la dilatation de la veine cave inférieure avec une perte de sa cinétique inspiratoire, le 60-60 sign, la présence d'un gradient transvalvulaire tricuspidien inférieur à 60 mm de mercure, naturellement la présence d'un thrombus intracavitaire droit, et puis un TAPC inférieur à 16 mm, sont autant de signes aujourd'hui identifiés comme étant des critères fiables échocardiographiques de surcharge du ventricule droit. L'angioscanner thoracique est lui aussi tout à fait capable d'identifier cette surcharge ventriculaire droite, en particulier sur la mesure du rapport des diamètres télédiastoliques des ventricules droit et gauche, et il est établi en particulier que un rapport VD-VG supérieur ou égal à 1 identifié sur l'angioscanner thoracique initial est associé à un risque de mortalité précoce par embolie pulmonaire qui est multiplié par 2.
les données de cette méta-analyse qui s'est focalisée sur les patients avec embolie pulmonaire à bas risque rapportent que 34% de ces patients avec EP à bas risque avaient une dysfonction ventriculaire droite, qu'elle était associée à un risque de mortalité toute cause précoce multiplié par 4, et que 26% d'entre eux avaient une élévation de la troponine qui, elle, était associée à un risque de mortalité toute cause précoce multiplié par 6. Et les recommandations de la Société européenne ont parfaitement tenu compte de ces nouvelles informations, indiquant donc que l'évaluation de la fonction ventriculaire droite et d'une élévation éventuelle des biomarqueurs était à considérer, même chez les patients avec embolie pulmonaire à bas risque ayant un score de PESI simplifié à 0. Vous avez résumé sur cette diapositive les différentes étapes de stratification du risque telles qu'elles ont été publiées dans les recommandations de la Société européenne de cardiologie en 2019 et qui reposent sur la présence à la phase initiale de signes d'instabilité hémodynamique, la présence de comorbidité évaluée sur les scores de PESI, PESI simplifié ou ESTIA, et naturellement la présence d'une dysfonction ventriculaire droite en échographie transthoracique ou en angioscanner. Et ce faisant, eh bien, on est en mesure de distinguer 4 catégories de patients. Les patients à bas risque de mortalité précoce, candidats à un traitement ambulatoire, à l'opposé les patients avec instabilité hémodynamique qui, eux, souffrent d'une embolie pulmonaire à haut risque pour lesquels une stratégie de reperfusion doit être engagée, et puis les patients avec embolie pulmonaire à risque intermédiaire bas lorsque les biomarqueurs sont négatifs, intermédiaire haut lorsque l'on a une association d'élévation des biomarqueurs et la présence d'une dysfonction ventriculaire droite. Les recommandations de la Société européenne stipulent, et c'est un élément extrêmement important, qu'il convient systématiquement maintenant de revoir les patients avec embolie pulmonaire, en particulier les plus graves, et d'envisager un follow-up systématique entre 3 et 6 mois, et d'engager la réalisation d'un bilan complémentaire chez les patients qui resteraient symptomatiques, dyspnéiques ou avec une limitation fonctionnelle. Et ce bilan complémentaire, eh bien, il repose essentiellement en premier lieu sur la réalisation d'une échographie cardiaque transthoracique à la recherche d'une éventuelle hypertension artérielle pulmonaire. On y associera dans ce cas-là un dosage des biomarqueurs et éventuellement une scintigraphie pulmonaire de ventilation-perfusion pour étayer le diagnostic de cœur pulmonaire chronique post-embolique avant d'envisager le transfert du patient dans un centre expert. Alors, le cœur pulmonaire chronique post-embolique, il est lié à la persistance d'une obstruction des artères pulmonaires par des thrombies organisées, endothélialisées, intégrées le plus souvent à la paroi des artères pulmonaires. Et c'est une pathologie qui est rare, qui est rapportée dans la littérature à des taux qui oscillent entre schématiquement 2 et 4% au cours des 2 premières années après l'événement qualifiant. Qui sont les patients candidats au cœur pulmonaire chronique post-embolique ? Eh bien, ceux qui ont des épisodes récidivants d'événements thromboemboliques veineux, ceux qui se présentent avec une charge thrombotique très importante à la phase aiguë de l'événement index, ceux qui présentent déjà, lors de l'embolie pulmonaire initiale, des critères échocardiographiques laissant penser qu'il préexiste une hypertension artérielle pulmonaire, et ceux également qui présentent sur l'angioscanner diagnostic initial des critères qui laisseraient penser qu'on a affaire à un patient qui a présenté des embolies pulmonaires antécédentes dans les mois et les années qui précèdent. Les signes scanographiques de cœur pulmonaire chronique post-embolique, on les connaît, vous le voyez, ils sont relativement nombreux et ils nécessitent indiscutablement un certain degré d'expertise radiologique pour ne pas passer à côté d'une suspicion diagnostique. Les signes à côté desquels il ne faut pas passer, en tout cas les plus pathognomoniques, eh bien, ce sont les bandes intravasculaires, la présence
de sténose et d'anévrisme des artères pulmonaires, une dilatation des artères bronchiques et la présence d'une hypertrophie du ventricule droit, identifiée une fois encore donc sur l'angioscanner thoracique. Alors vous le voyez sur cette diapositive, il existe une multitude de signes échocardiographiques pour évaluer la surcharge du ventricule droit. On a un petit peu plus de signes ici concernant la surcharge ventriculaire droite chronique qu'on en avait tout à l'heure pour la symptomatologie aiguë, mais il est extrêmement difficile, quel que soit le critère choisi, de s'assurer qu'on est effectivement dans un contexte aigu plutôt que chronique. Alors pour ce faire, on a deux critères qui sont importants. Le premier, c'est la présence d'un gradient transvalvulaire tricuspidien supérieur à 60 mm de mercure, qui témoigne effectivement d'une hypertension artérielle pulmonaire de nature chronique, et la présence d'une hypertrophie du ventricule droit, témoignant également d'une HTAP post-embolique chronique. Alors, s'ajoutent à ces critères d'autres critères échocardiographiques additionnels qui sont suggestifs d'une hypertension artérielle pulmonaire. Ce sont des critères essentiellement quantitatifs qui vont toucher l'évaluation des ventricules, de l'artère pulmonaire ou de la veine cave. J'en retiens trois: le diamètre de l'artère pulmonaire supérieur à 25 mm, celui de la veine cave inférieure supérieure à 21 mm avec une perte de la cinétique inspiratoire et une surface de l'oreillette droite supérieure à 18 cm². Là encore, ces critères n'ont aucune sensibilité et donc ils doivent être intégrés aux critères vus précédemment et naturellement à la symptomatologie clinique, à la scintigraphie pulmonaire de ventilation-perfusion, aux antécédents du patient et éventuellement au test de marche pour étayer le diagnostic de cœur pulmonaire chronique post-embolique. En tout état de cause, vous avez donc ici l'évaluation de la probabilité d'une hypertension artérielle pulmonaire en échocardiographie chez un patient qui a précédemment présenté un événement index aigu et chez qui vous suspectez un cœur pulmonaire chronique post-embolique. Et vous le voyez, on se retrouve avec trois situations particulières selon l'importance du gradient transvalvulaire tricuspidien, c'est-à-dire le pic de vélocité de la fuite tricuspidienne inférieur à 2,8 mètres secondes, entre 2,9 et 3,4 mètres secondes et supérieur à 3,4 mètres secondes. Et vous avez ainsi la possibilité, en fonction ou non de la présence de critères additionnels tels qu'on vient de les évoquer, d'identifier le patient comme ayant une probabilité basse, intermédiaire ou élevée d'hypertension artérielle pulmonaire. Sont résumés ici les critères d'imagerie de cœur pulmonaire chronique post-embolique chez un patient aux antécédents d'événements emboliques. La présence en échographie d'un gradient transvalvulaire tricuspidien supérieur à 60 mm de mercure établi à partir du pic de vélocité de la fuite tricuspidienne, la présence d'une hypertrophie du ventricule droit et les critères scanographiques que nous avons évoqués précédemment, les bandes intravasculaires, les sténoses et dilatations des artères bronchiques, la dilatation des artères bronchiques, la présence d'une hypertrophie du ventricule droit et la persistance d'un thrombus occlusif extensif, en particulier proximal. Et c'est donc sur ces éléments que se construit le diagnostic de cœur pulmonaire chronique post-embolique qui va conduire naturellement, comme vous le voyez, à décider de la stratégie thérapeutique de prise en charge. Cette stratégie se discute dans des centres experts et elle repose sur trois types de traitements. Le traitement le plus approprié, sans doute encore le plus efficace lorsque l'aspect angiographique et scanographique s'y prête, c'est l'endartériectomie pulmonaire. S'ajoute à cela maintenant des dilatations au ballon pour les patients dont les thrombis résiduels ne seraient pas accessibles à une thromboendartériectomie. Et puis les thérapeutiques médicamenteuses de l'hypertension artérielle pulmonaire, dont certaines ont fait leurs preuves dans le cadre de la prise en charge des patients avec cœur pulmonaire chronique post-embolique. Voilà, j'espère vous avoir convaincu de l'importance de l'évaluation du ventricule droit et de la fonction ventriculaire droite
dans l'embolie pulmonaire et dans le cœur pulmonaire chronique post-embolique, à visée pronostic dans l'embolie pulmonaire, à visée plus diagnostic dans le cœur pulmonaire chronique post-embolique. Merci de votre attention et bonne fin de congrès à tous.